Bonjour Alban, bonjour Nils, bonjour David. Merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui pour cette table ronde. Alors, nous allons commencer d'abord par une petite introduction. Merci de vous présenter. Commençons par toi, Alban. Bonjour à tous et à toutes. Bon, déjà, je suis ravie d'être ici. Alors, de mon côté, je viens du domaine de la recherche en astrophysique, mais j'ai totalement dévié depuis. Ça fait à peu près 9 ans que j'évolue principalement dans l'IT et l'innovation, avec différentes casquettes, donc celle de coach agile et coach d'orga. Je suis également coach pro et experte en engagement salarié. Et ça fait à peu près 7 ans que je donne des conférences. Et j'ai à cœur de partager autour de sujets qui nous touchent au quotidien. Je peux enchaîner. Moi, je suis David Lézé. Je suis manager d'une équipe produit chez Biomérieux dans le domaine de la santé et notamment tout ce qui est quand vous mangez, vous pouvez avoir malheureusement des contaminations. On va éviter que ça arrive. Voilà. Et je suis un ancien PO. Je suis un ancien consultant en agilité. Et un peu comme mes deux camarades sur scène, je donne des conférences depuis 2018 à peu près. Et on va reparler de tout ça. Et donc enfin Niels, donc moi aujourd'hui je suis coach d'organisation, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Avant j'ai pas fait d'astrophysique mais j'ai fait de la chimie, du rugby et j'ai été développeur back et data. Et ça fait depuis 2016 que je donne des conférences. Merci pour ces présentations. Alors avant de commencer plus en détail, je vais vous demander, public, un petit exercice de mise en contexte. Imaginez une équipe de réalisation. Une équipe qui est dynamique, passionnée par son métier, mais qui, comme tant d'autres, se retrouve prisonnière d'une course effrénée, une course à la performance, une course aux indicateurs, voire même bloquée dans le cycle du delivery. Je pense que ça vous parle, non ? Ouais. Eh bien, c'est justement dans ce contexte que nous allons échanger aujourd'hui. Nous allons parler du ralentissement et si ralentir nous permettait donc d'aller plus vite. Et donc, pour décortiquer cette thématique, nous allons commencer sans plus attendre. Vous avez tous les trois été amenés, comme vous venez de l'indiquer, à faire des conférences sur la santé au travail. Pouvez-vous nous indiquer ce qui vous a amené à ces conférences et donc aujourd'hui à cette table ronde sur le ralentissement? Commençons par toi, Alban. Oui, alors de mon côté, il y a 3 éléments vraiment qui m'ont amené à parler du fait, d'une part, de ralentir, mais aussi de santé au travail. Le premier, c'est ce que je peux observer quand j'interviens en entreprise, donc dans des équipes. Donc voir des équipes qui courent après le temps, qui n'ont pas le temps de faire de l'amélioration continue. Et en parallèle de ça, voir l'augmentation des burn-out, tout simplement. Le deuxième élément, c'est de me rendre compte quel impact ça avait sur moi. Je me suis rendu compte que quand j'intervenais dans une entreprise ou dans une autre, mon rapport au temps changeait. Donc je me suis dit, en fait, c'est pas uniquement individuel, c'est aussi notre environnement. Et le troisième élément, pour le coup, il est très individuel, c'est que moi-même, j'ai eu du mal à trouver le bon équilibre. Je pense que je ne suis pas la seule à galérer un peu sur le sujet. Donc ça fait 3 ans que j'ai creusé ce sujet-là. Et j'ai eu la chance d'être contactée il y a 2 ans pour faire un TEDx à l'EM Lyon sur le sujet sur un fil. Et je me suis dit que ça collait quand même bien à justement trouver cet équilibre. Et voilà. Et donc je continue dessus aujourd'hui avec un livre et un podcast. Merci Alban. Qu'en est-il de te concernant, David ? Alors moi, il y a 2 axes qui m'ont donné envie d'écrire une conférence sur le thème de ralentir. Le premier, c'est mes lectures et une démarche personnelle vers une approche plus slow de ma propre vie. Je vais en reparler après, ça a été assez important pour moi. Et le deuxième, il est plus factuel et il se rapproche plus de nos milieux professionnels. Avec plusieurs équipes que j'ai incité à ralentir, j'ai observé de manière quasiment systématique une amélioration de la performance. On va revenir sur ce thème plus tard. Et en fait, j'ai eu envie de creuser ça. J'en ai discuté avec pas mal de connaissances côté des gens qui font de la transformation d'orga, etc., des gens qui travaillent sur ces sujets. Ils avaient les mêmes conclusions. Et du coup, j'ai eu envie de creuser. Et comme souvent, quand je creuse, ça se termine par une conférence pour pouvoir distribuer après l'information. Sympathique, merci. Et à toi, Nils ? Ouais, de mon côté, j'ai dit que j'étais coach d'organisation, coach agile et Scrum Master développeur. Donc il y a d'abord eu
se plongeant dans le bain de l'agilité, qui vantait un rythme soutenable, qui vantait le faire mieux, le faire moins. Depuis, on va dire 5-6 années, il y a comme Alban le nombre de burn-out ou le nombre de mi-temps thérapeutiques, partiels ou temps plein qui augmente dans ma sphère proche. Et à peu près au même moment, j'ai découvert la notion de limite planétaire. En gros, pas de croissance infinie sur une planète finie. Et là, ça m'a sorti un peu justement de cette sphère proche pour comprendre que c'était quelque chose de très grand à l'échelle du pays, à l'échelle de la planète. Et il y a un livre qui m'a marqué, on parle de ralentissement, c'est le livre de Timothée Paric qui s'appelle « Ralentir ou périr ». Et je pense que celui-là, il a fini d'enfoncer le clou de la croyance, pour moi, de ralentir. Merci bien. Je vais me poser une question, et je pense que beaucoup aussi se la posent. Aujourd'hui, on arrive à l'ère de l'IA. Il y a plusieurs conférences qui l'ont évoqué, et on a à disposition différents outils, des méthodes, des frameworks qui nous aident au quotidien. Et pourtant, on a pour certains le sentiment de manquer de temps. Pourriez-vous nous indiquer d'où vient cette sensation? Pourquoi cette sensation de manquer de temps? Je pense qu'on a une réponse avec les travaux du sociologue Hartmut Rosa, qui nous parle de société de l'accélération. En fait, ce qu'il nous explique, c'est que malgré des progrès techniques qui sont incroyables et qui diminuent le temps qu'on a besoin pour faire une tâche, donc on devrait gagner du temps, et ben, au contraire, on a l'impression d'avoir de moins en moins de temps. Alors, pourquoi cette sensation? En fait, ce qu'il nous dit, c'est que le temps qu'on a libéré à faire une tâche, c'est pas vraiment devenu du temps libre. Au contraire, on s'est mis tout de suite à remplir ce temps et à faire d'autres tâches. Donc finalement, dans le même temps qu'on avait avant, on s'est mis à faire plus de tâches. Donc nos journées ne sont pas plus légères, au final elles sont plus chargées. Et ça, en fait, la manière aussi dont fonctionne notre mémoire, eh ben, ça fait qu'on va avoir une sensation du temps qui passe encore plus vite. Donc c'est un des éléments qui nous donne cette sensation de courir constamment après le temps. Okay. Est-ce que l'un de vous souhaiterait réagir? Ouais, j'abonde de fou dans ton sens. Pour moi, il y a deux autres sujets. Il y a ce qu'on a appelé le taylorisme. Quand Taylor il invente ses méthodes, alors il n'appelle pas ça le taylorisme, il n'a pas un ego comme ça. Il appelle ça l'organisation scientifique du travail. Il sépare les gens qui pensent l'organisation, les processus, les façons de faire, etc., et les gens qui vont faire. Avant qu'ils pensent à ça, les gens sont des artisans, donc travaillent dans leurs ateliers et ils ont chacun leur façon de faire. Ils s'auto-organisent, donc ils n'ont pas du tout l'impression de penser le travail. Ils font comme ils ont l'habitude de faire ou comme ils se sont formés. Et là, on sépare les deux. Donc il y a un côté, il y a des gens qui vont appliquer des choses qui ont été pensées par d'autres. Ça, on l'a gardé depuis qu'il a inventé ça. Donc il y a ce côté, je suis dépossédé de la façon dont je fais les choses. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, on parle d'une notion qui s'appelle la grande accélération. Alors là, vous voyez énormément de courbes, il y en a encore plein d'autres. Tout accélère. La consommation d'engrais, la construction de barrages, la consommation d'eau, tout. Pour faire ça, on a tous accéléré. Et on a tous utilisé des outils dont Alban parle pour automatiser des tâches. On gagne du temps, on le réinvestit. Ce réinvestissement nous fait gagner du temps qu'on réinvestit, etc. Donc au lieu de nous aider à ralentir, ces outils nous ont fait accélérer, ce qui donne toutes ces courbes derrière. D'accord, merci. C'est dommage, mais du coup, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agirait d'une sorte de pression qui serait imposée par la société, ou voire même nos organisations, ou qui sait, par nous-mêmes? Moi, j'ai une idée là-dessus. Après, la partagera qui veut, mais si on le prend d'un point de vue société au sens entreprise, par exemple, nos entreprises considèrent qu'on peut toujours accélérer. Et au lieu d'aller chercher et viser le rythme soutenable dont parlait Niels avant, qui est un des principes du manifeste agile par exemple, on va à la place chercher à aller toujours plus vite. D'ailleurs, c'est une question super intéressante à se poser. Est-ce que le rythme de votre équipe, est-ce que le rythme actuel de votre projet ne serait pas dicté par cette règle? Je vous ai laissé 3 secondes pour y penser.
le fait est que sortir de ce système, à titre individuel et à titre collectif, au travail, c'est compliqué parce qu'il y a tout le rouleau compresseur de la société qui nous impose à être là-dedans, à être dans ce système dans lequel on réside aujourd'hui. Moi, il y a une question qui m'accompagne maintenant depuis des années, quand j'ai commencé à creuser ces sujets-là et que j'ai voulu me transformer, c'est quel serait le rythme que j'adopterais si la course au temps et à l'argent n'existait pas. Alors je vous l'offre, vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi, elle me fait souvent réfléchir. Peut-être pour rebondir aussi, tu poses la question, est-ce que c'est la société ou nous-mêmes ? J'ai envie de dire les deux. Je pense qu'on peut aussi voir ce sujet sous une forme systémique. Donc si on parle système, voilà, la systémie, c'est le fait d'étudier des systèmes. Peut-être en une phrase pour dire ce qu'est un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction et qui s'influencent les uns les autres pour former un tout. Donc par exemple, une équipe est un système, une entreprise est un système, une famille est aussi un système. Donc si on regarde d'un point de vue systémique, finalement, tout est complexe et plein de choses influencent d'autres éléments. Et donc, comme tu le disais, on est dans une société qui nous pousse au toujours plus. Du coup, depuis enfant, en fait, on a déjà des injonctions. On nous dit de réussir, d'être meilleur qu'eux, enfin voilà, de performer. Et ça, une fois qu'on l'a appris, qu'on l'a à l'intérieur de nous, c'est pas juste la société qui nous pousse à faire nos actions, c'est aussi nous-mêmes. En fait, on vient l'entretenir. Donc c'est là où on a la partie systémique. Et je pense que du coup, il y a 3 niveaux intéressants à regarder. Donc c'est l'individuel, le collectif, mais aussi la société. Donc c'est sûrement 3 leviers sur lesquels on peut agir. D'accord, donc globalement, c'est un peu tout qui influence. Dans cette course effrénée qu'on est en train de suggérer, d'évoquer, il arrive parfois justement qu'on trébuche et il peut être difficile de comprendre qu'il convient de ralentir. Est-ce que vous pourriez partager au public les signaux que vous avez pu déceler au fil de vos expériences et qui vous permettent de dire « Ok, c'est peut-être le moment de ralentir ». Niels ? Ouais, on a parlé d'individus, du coup on peut commencer par cette maille. Est-ce que cette personne dont on parle va bien ? Ça peut être moi, est-ce que je vais bien ? Comment j'arrive au travail ? Est-ce que j'ai la boule au ventre ? Est-ce qu'elle dort bien, cette personne ? Je dors bien, moi, ou pas ? Donc il y a plein de signaux déjà qu'on peut capter. Ça peut être, pour soi, c'est facile. Pour questionner un collègue, peut-être pas. Peut-être que c'est compliqué d'arriver dans ce niveau de question. Il y a des faits pour les collègues, pour les personnes un peu moins proches de nous. Le nombre de réunions que vous avez sur chaque créneau de la semaine. Je répète, je suis coach en organisation, c'est quelque chose que je demande aux managers quand je vais les voir. Montre-moi ton agenda. Des fois, il y en a 2 réunions par créneau, des fois 3, des fois 4, des fois plus. J'entends des rires, c'est vrai, j'aurais pu avoir des screenshots, j'en ai. Ces personnes-là, on va leur dire peut-être que tu es mal organisé, on va leur promouvoir des formations en gestion du temps. Finalement, on va soigner un individu dans un système qui court après le temps. On va les former à nager dans un océan d'accélération. Et les outils qu'on va leur proposer ne sont pas toujours très bienveillants. Il y a des effets pervers à ces outils de gestion du temps. Je pense aux to-do list qui peuvent augmenter l'insatisfaction, l'anxiété, le surmenage. Bref, on peut rentrer dans une course avec des outils qui sont censés nous aider. Alban, souhaites-tu réagir à cela ? Oui, alors on va avoir des signaux qui sont assez similaires, je pense. Pour moi, pareil, le premier signal, c'est en fait la sensation d'oppression liée au temps. Quand on commence à s'entendre dire « j'ai pas le temps, j'ai jamais de temps pour moi, je cours après le temps », pour moi, c'est un vocabulaire qui en dit long. Et ça me paraît quand même être le premier signal pour se poser des questions. Un autre indicateur qui peut être un peu plus insidieux ou subtil, c'est la tendance qu'on peut avoir à faire du switching et du multitasking. Donc en fait, c'est quand, à force de faire des activités tout le temps à la suite, et en fait, pour notre cerveau, d'un coup, 10 minutes de vidéo, ça devient trop long. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, de mettre un vocal en x2, voire une vidéo en x2, peut-être un podcast même. Je plaide coupable.
Peut-être de ne plus pouvoir regarder un film sans scroller en même temps. Et petit à petit, quand on fait ça, en fait, notre cerveau il s'habitue et on va même plus réussir à avoir des conversations de qualité le soir en rentrant du travail, par exemple. Parce que notre cerveau, il n'arrive plus à profiter de moments simples, il a besoin d'être tout le temps stimulé. Et ça, je pense que c'est un vrai signal. D'ailleurs, on peut même se demander dans la salle qui a écouté jusque-là, sans aucune distraction de son téléphone ou d'une personne à côté. On aurait pu faire la stat. Et le troisième, peut-être, je rejoins ce qu'a dit Niels au niveau, si on regarde au niveau équipe, d'ouvrir les agendas tout simplement. Donc la même chose, est-ce qu'il y a encore des temps de respiration? Est-ce qu'on arrive encore à faire de l'amélioration continue? Est-ce qu'il y a de l'espace pour ça? Et si ce n'est pas le cas, pareil, je pense que c'est un bon signal d'alerte. Alors, justement, on parle souvent d'amélioration continue et je pense que beaucoup ici essayent sans cesse justement de s'améliorer et essayent de ralentir malgré eux, mais ils n'y arrivent pas toujours. Est-ce que vous pourriez nous partager, outre les signaux qu'on vient d'évoquer, les petites expériences, les prises de conscience, excusez-moi, qui vous ont amené justement à ralentir? Je peux prendre ta question si tu veux. Moi, à titre personnel, j'ai toujours eu une capacité naturelle assez importante à dire non. Ok. D'ailleurs, si vous recrutez des PO ou des PM, c'est un truc à interroger absolument. Petit message au passage. Mais à un moment, ça n'a plus suffi. C'est-à-dire que je me basais sur cette capacité pour dire c'est ok, je peux tout faire, parce que je suis capable de prioriser, etc. Mais à un moment, j'ai plus réussi à traiter tous mes sujets. Je me suis trouvé un peu envahi. Et d'un point de vue perso, le déclic, ça a affecté ma capacité à passer du temps de qualité en famille. Ça a été mon déclic perso. J'ai eu un autre déclic plutôt côté pro, qui a été le jour, alors je suis un peu vieux moi, où j'ai découvert l'agilité, au sens propre du terme. Passer d'un système où le but du jeu, c'est de finir un périmètre donné dans un temps donné, à un paradigme où le planning s'efface un peu et l'objectif devient délivrer de la valeur et avoir de l'impact, ça m'a permis de repenser comment on gère le temps en entreprise. Moi, ça a été mes 2 déclics. Merci. Je peux prendre la suite. Je ne vais pas parler d'agilité parce que tu l'as déjà fait, j'ai déjà fait. Je vais reparler d'écologie. C'était vraiment ma grosse claque où j'ai compris qu'il fallait vraiment ralentir, qu'on ne pouvait pas continuer à produire autant, qu'on n'aurait pas assez de toute façon pour continuer à produire autant. Et ma plus grosse décision, ça a été de travailler à 90%. Donc, je ne travaille pas le mercredi après-midi. Donc, ça veut dire que moi, je produis moins, je gagne moins, j'achète moins, j'aide moins mes clients à produire. Donc peut-être que c'est complètement factice, peut-être que j'achète plus sur le moins de temps que j'ai, bon bref, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que j'ai pensé. Vu que je travaille 90%, je prends moins de sujets, je n'ai pas accéléré et ça me va. Et je suis OK avec ça. Aujourd'hui, je le dis en une phrase, je dis je suis OK avec ça. C'est long. Il y a plein de fois où il y a une petite voix qui fait t'es pas en stress là? Tu viens de lui dire non, ça fait 2 fois qu'il te demande. T'es à l'aise? Comment il va ton bide là? Ça te sert pas? T'as pas les tripes? Et une autre voix qui vient au fur et à mesure et qui dit c'est bien, tu es aligné, tu voulais faire ça, tu le fais et c'est cool. Et cette voix-là, elle prend du poids de plus en plus, l'autre s'efface, ça reste en tension, c'est ça qui est cool aussi, ça ne te fait pas faire n'importe quoi. Mais de plus en plus, c'est de plus en plus agréable. Alors, toujours écouter la petite voix dans sa tête, mais choisir laquelle donc? Un peu. Alban, souhaites-tu réagir à cela? Oui, peut-être pour rebondir notamment sur ce que disait David sur le fait de dire non. Alors, je suis tout à fait alignée. Je pense que c'est aussi bien de rappeler que c'est bien de checker aussi par rapport aux privilèges, parce que potentiellement, suivant la situation et les privilèges qu'on a ou pas, dire non n'est pas toujours aussi facile que ça. Donc je pense que de se rappeler ça, c'est aussi important. De mon côté, ma prise de conscience, elle s'est faite avec ma superviseuse. Comme je suis coach pro, je suis moi-même supervisée. Et je me suis rendu compte que j'avais une boucle qui se reproduisait tout le temps. J'avais une boucle d'épuisement, donc j'avais vraiment des taux de fatigue très importants à 2 moments de l'année et qui avaient tendance à s'accentuer.
Donc chaque année, j'essayais bien sûr de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et chaque année, je me retrouvais exactement dans la même situation. Et je me suis dit, en fait, à force, je vais finir par me prendre un mur, tout simplement. Et donc, j'ai vraiment voulu agir là-dessus. Alors, pareil, j'ai diminué mon temps de travail et je pensais que ça allait tout révolutionner et tout changer. Non, voilà. C'est un élément, je pense, qui est un bon levier. Cependant, en fait, on peut quand même continuer à s'épuiser d'autres manières. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je travaille, moi, individuellement, mon propre rapport au temps. Et pour ça, je l'ai fait avec une psychologue, aussi côté coaching. Et récemment, j'ai fait un format peut-être un peu plus radical. J'ai fait un processus, là j'arrive à la fin justement, pendant 4 mois, avec du yoga, de la méditation pleine conscience, enfin voilà, un format comme ça. 45 minutes de pratique par jour, 2h30 par semaine en groupe. Et je sors là le week-end dernier d'un jour entièrement en silence, avec que de la méditation et de la marche consciente. C'est long, c'est très long, mais n'empêche que j'ai jamais été aussi calme de ma vie. Et je me sens aussi beaucoup plus heureuse. Enfin, voilà, je ne sais pas quel lien il y a, mais vraiment, en fait, ça permet vraiment de ralentir et d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Alors bien sûr, je ne vais pas faire des journées en silence tous les jours. Par contre, être en capacité une fois pendant 7 heures de suite de ne pas prendre son téléphone, de ne pas être en train d'écouter de la musique, un podcast ou même de lire, vraiment de laisser du vide, c'est difficile, mais ça a des sacrés bénéfices. J'ai essayé le yoga. Le yoga n'a pas voulu de moi et pour moi, c'était un frein. Du coup, en parlant de frein, est-ce que vous pourriez nous partager ceux que vous avez justement pu rencontrer sur votre parcours à la recherche justement du ralentissement? David? Je vais rebondir un peu sur ce que disait Alban. En fait, il faut vraiment s'autoriser à ralentir. Et ça paraît juste une phrase comme ça, mais c'est loin d'être anodin. Typiquement, moi, je me suis d'abord imposé, puis autorisé, et puis ça devient maintenant un peu un réflexe, des moments où je ne fais rien. Le week-end, par exemple, ça a beaucoup perturbé mes enfants, ça. Tu fais quoi, papa? Rien. Bah, du coup, on peut faire un truc. Bah non, parce que je fais rien. Mais de manière consciente. Hein? Bon, je suis pas sûr qu'ils ont encore tout à fait compris le truc. Mais croyez-moi, c'est hyper puissant. Alors, d'un point de vue boulot, c'est le stade d'au-dessus. Hein. Là, faut avoir des managers compréhensifs. Mais je vais y revenir là-dessus tout de suite, d'ailleurs. Je vais mettre un énorme disclaimer sur ce que je vais dire maintenant. Alban a commencé à le citer tout à l'heure. Moi, je suis un ultra privilégié. C'est-à-dire que je crois qu'on a la roue des privilèges quelque part. Je suis un homme blanc, cisgenre, tout ce que vous voulez. Heureusement que j'ai des maladies chroniques, sinon je ferais un gros bingo là-dessus. Voilà. Mais dans ce cadre, je n'ai pas trouvé énormément de freins au ralentissement dans mon cadre professionnel. Je crois beaucoup à un truc qui s'appelle le cercle vertueux. Si, in fine, le fait de ralentir fait de moi une meilleure personne, fait de moi quelqu'un de plus, j'allais dire performant, mais encore une fois, j'aime pas le terme. Mon entourage pro, mon manager, etc., a tout intérêt non seulement à me laisser embrasser la démarche, voire à la soutenir, parce qu'elle est bénéfique. Donc, pour répondre à ta question, j'ai pas vu beaucoup de freins parce que je crois foncièrement à ce cercle vertueux. Peut-être juste pour rebondir sur les freins, notamment au travail. Moi, je vais parler en tant qu'externe, parce qu'il me semble que oui, tu es interne. En tant qu'externe, ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que le sujet pouvait faire peur des fois aux entreprises. En tout cas, j'ai une fois une conférence qui a été annulée du sujet, justement, parce que ça a fait peur. Donc, en effet, il n'y a pas forcément beaucoup de freins, mais parfois, il y a un peu cette peur. Alors, je ne sais pas s'il y a une peur du changement ou que ça embarque quelque chose, mais c'est le frein que j'ai pu remarquer, en tout cas en entreprise. D'accord, merci. Est-ce que là, il y a encore une fois cette notion de changement qui n'est pas simple. En tout cas, pour beaucoup, c'est difficile de changer.
Est-ce que vous pourriez nous partager des expériences concrètes que vous avez, des tips simples, accessibles pour le public ici présent, qui pourraient les aider justement à changer, à aller vers ce ralentissement? Moi, je veux bien attraper la question. Je pense que c'est bien de rappeler déjà que ralentir, c'est pas simple. C'est pas si facile que ça, sinon on serait pas là pour en parler, je pense. Pour les personnes qui ont vraiment envie d'essayer de ralentir, pour moi, un grand levier, c'est de réussir à créer du vide. Donc, on en a déjà parlé. L'objectif, c'est d'aller sur du 5 minutes de vide par jour. Donc, quand je vous dis ça, peut-être que vous vous dites que c'est facile de rien faire pendant 5 minutes. Faites l'exercice, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Il y a même des expériences où des personnes ont préféré se mettre des décharges électriques que faire 15 minutes de vide. Donc c'est pas si simple. Mais l'idée, c'est d'aller vers ça. Et 5 minutes de vide, c'est juste de ne pas faire une activité. Donc pas être en train d'écouter de la musique ou quelque chose comme ça. Ça peut être juste regarder le paysage, juste d'être dans vos pensées 5 minutes. Ça peut être de la cohérence cardiaque, donc des exercices de respiration, ou même de la méditation si c'est quelque chose qui vous plaît. Ça permet vraiment de créer du vide et c'est ultra important. Pour une raison très simple, c'est que notre cerveau a besoin de repos cognitif. Ça veut dire que si vous êtes constamment en train de faire des choses, donc des activités, des actions, votre cerveau il ne peut pas faire ça et ça met des risques, notamment au niveau du stress et même parfois certaines maladies. Donc c'est très important et surtout quand vous ne faites rien, donc quand vous rêvassez, votre cerveau lui ne fait pas rien. Pareil quand vous dormez. Il y a ce qui se déclenche, ça s'appelle le réseau du mode par défaut. Et ça, c'est utile pour votre cerveau pour différentes choses. Déjà, ça lui permet de se repérer dans le temps, parce que ça consolide la mémoire. Ça permet d'avoir une meilleure concentration. Et c'est aussi très utile pour la régulation émotionnelle. Donc ça, on a besoin en fait d'en avoir dans la journée aussi, dans la nuit. Donc c'est très important à mettre en place. Alors, c'est pas facile de le faire. Peut-être des petits tips pour le mettre en place. N'hésitez pas à le faire avec d'autres personnes. Moi, je sais que quand j'ai essayé de faire ça, j'avais la chance, il y avait un parc juste en dessous du boulot, mais on est juste allé regarder un arbre. Ça peut paraître ridicule, mais honnêtement, ça faisait du bien. Et pourquoi pas, imaginez, je ne l'ai pas essayé, mais j'y ai pensé là en regardant un petit peu avant de remonter sur scène. Pourquoi pas mettre 2 minutes de vide au début des réunions? Juste 2 minutes. C'est pas long 2 minutes, vous avez déjà perdu plus que 2 minutes dans vos réunions. C'est pas long 2 minutes, mais juste voilà. Laissez 2 minutes de vide et voir ce que ça donne. Ça a testé, je pense. Merci pour ces tips, David. Alban vient de parler des réunions. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est on a tendance à accepter l'agenda des autres. Quand on n'a pas bossé son propre rapport au temps, on a tendance à accepter par défaut les injonctions des autres. Je suis persuadé que dans cette salle, vous connaissez des gens qui acceptent par défaut toutes les réunions qui arrivent dans Outlook. Vous savez, je n'ai pas dit vous, vous connaissez des gens. C'est pour un ami, c'est la même technique. Sauf que souvent, ces mêmes personnes vont se plaindre de manquer de temps, par exemple. Moi, j'ai envie de juste vous demander de prendre un pas de recul et de vous poser la question. Est-ce que cette réunion, elle est en accord avec mes priorités ? Est-ce que c'est OK par rapport à mon agenda ? Si c'est le cas, super. Si ce n'est pas le cas, il y a plein de techniques qui permettent de contrer ça. Alors, je ne vous conseillerais jamais de juste refuser, etc., toutes les réunions par défaut. Ce n'est pas du tout ce que je dis. En revanche, envoyer un message pour expliquer clairement qu'en ce moment, vous êtes en train de vous focus sur un autre objectif, que vous avez besoin de temps sans interruption pour le mener à bien, et que du coup, vous pouvez, par exemple, prendre le CR de la réunion et répondre en asynchrone, c'est super OK pour 99% des gens qui vont vous envoyer une demande de réunion. Ou si vous êtes vraiment mandatory, vous pouvez juste demander de la replanifier. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas OK avec votre agenda. En fait, cette gestion de votre temps, elle vous appartient. Et si vous ne la prenez pas, les autres vont le faire pour vous. Alors, ça tombe bien que tu parles d'agenda. Je vais en profiter pour donner un petit tips. Moi, en fait, à chaque fin de semaine, je check les réunions justement dans lesquelles je peux être pertinent. Et je les accepte ou refuse, celles en tout cas où je ne suis pas pertinent, et celles où je n'accepte pas ou je ne refuse pas, je verrai au cas par cas celles où je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Ça me permet de gagner du temps et
faire aussi gagner du temps aux interlocuteurs parce que je serais pas forcément motivé pour la réunion si je n'ai aucun intérêt à y être. Voilà. Nils, peux-tu nous partager des tips? Ouais. Il y a un téléphone qui essaye d'attirer quelqu'un. Merci. Moi, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais avant de planifier des actions, est-ce qu'on se connaît? À quel point je me connais? À quel point je sais de quoi j'ai besoin? On répète depuis tout à l'heure que ralentir, c'est compliqué parce qu'il y a une machine à l'extérieur qui essaye de nous emmener dedans. Je ressens peut-être le besoin de ralentir, mais qu'est-ce que je mets en place? Donc, quand c'est comme ça, il y a plein de façons d'y répondre. Donc, tester des choses. Regarder un arbre pendant 5 minutes. Moi, j'ai testé la méditation, j'ai testé le pilates, le yoga, j'ai pas fait. Il y a des coloriages, il y a des mandalas, il y a des machins. Essayez des choses. Il y en a qui tricotent, il y en a qui... Ouais, essayez, ça détend. Faites-le seul, faites-le en groupe. Testez si c'est mieux seul, c'est mieux en groupe, etc. Ça, c'est pour vous, pour tout à chacun. Pour votre équipe, ça va être la même chose en plus lent. Parce que la prise de conscience elle va être plus lente, parce que la mise en application va être plus lente. Et je ne parle même pas des frictions avec les autres équipes qui n'ont pas décidé de ralentir. Je voulais dire un autre truc. Oui, tu parlais tout à l'heure de réunion, d'essayer de mettre 2 minutes de silence au début. Alors, je ne fais pas ça, mais j'ai fait quelque chose qui se rapproche. Dans les journées de visio qu'on enchaîne les unes après les autres, je demande de plus en plus souvent à mon interlocutrice ou à mon interlocuteur si elle ou il a besoin de 2 minutes de pause. Et il y a plein de fois où c'est oui, je vais chercher un café. Oui, je vais aux toilettes. Et vous serez surpris, et je suis surpris à chaque fois de la présence de la personne quand elle revient, présence à la réunion, au sujet. Ça lui a permis non seulement d'attraper un café ou un thé, mais aussi de se dire, la réunion, elle parle de ça, et de se remettre dans le sujet. Donc ça, c'est une petite phase de ralentissement pour le cerveau qui est utile. Je fais quelque chose qui est très compliqué, qui a été très compliqué pour moi, c'est je ne finis plus les phrases et je laisse des silences dans les réunions. Et ça, c'est vachement bien. Et je répète, c'était très dur pour moi de ne pas finir les phrases. Bravo en tout cas. Justement, je pense que ça va être difficile pour pas mal de monde d'appliquer ce type de pratique. Et ça peut être difficile déjà pour vous, mais aussi pour vos collègues, vos proches, voire même vos managers. Comment est-ce que vous avez réussi ou comment arrive-t-on à convaincre justement son entourage des bienfaits du ralentissement? Je pense qu'on peut faire le constat du présent, déjà qui est pas forcément désirable. Je peux présenter déjà 3 chiffres. On a 30% des personnes salariées qui ont déjà connu un burn-out au cours de leur carrière. Donc c'est quand même énorme. 61% qui se déclarent stressés au moins une fois par semaine et 45% qui souffrent de détresse psychologique liée au travail. Donc je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Et donc cette réalité, elle est alarmante. Alors bien sûr, le fait de ralentir ou de travailler notre rapport au temps, ça va pas répondre à tout, mais ça reste un levier qui, je pense, est important. Et également, j'ai une croyance assez forte, c'est que pour moi, si on se sent bien, donc si on n'est pas en train de courir, si on est bien dans notre rapport au temps, etc., je pense que quand on est bien, on traite aussi bien les autres autour de soi. Donc je me pose la question, en tout cas j'y crois assez fort, de me dire plus les personnes se sentiront bien au travail et plus on sera dans des environnements qui seront sains également. Alors, vous nous avez partagé les signaux qui peuvent arriver pour se dire qu'il faut ralentir. Quelques exemples, en tout cas quelques conseils pour pouvoir y arriver. Est-ce que vous pourriez nous partager également des résultats concrets de la mise en pratique du ralentissement? Ouais, alors pour les équipes IT, je crois que David, PO chez Biomiru, il en parle après. Du coup, je vais prendre un autre sujet que les équipes. Je vais prendre il y a des gens qui ont une voiture et qui vivent à Paris. Ah, je suis content, il n'y a pas beaucoup de mains, c'est cool.
Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Ok, cool. Vous prenez le périph'. Ok. Il y a quelques temps, alors là maintenant le périph' c'est 50 km/h. Avant c'était 80 et c'est passé par une phase à 70. Et en fait, j'ai dit quoi? 90, ça c'était il y a très longtemps. Donc on est arrivé à 80 et quand on est passé de 80 à 70, il y a eu plein de gens qui ont dit non mais c'est n'importe quoi, etc. etc. La mairie l'a fait quand même. Et on s'est aperçu que la vitesse moyenne des véhicules avait augmenté. On a aussi, on s'est aperçu que le nombre d'accidents avait baissé. Donc, si je fais le parallèle avec une équipe, quelle qu'elle soit, IT ou autre, ça veut dire que si la vitesse limite, la vélocité, on ne la mesure plus, peut-être que l'équipe va avancer plus vite et que le nombre de défauts seront le nombre sera moindre. Voilà, donc ça, c'est un exemple hyper classique de ralentissement qui a eu des vertus, qui a eu des vertus sur le système. Alors, si on fait un parallèle avec le monde professionnel, on pourrait penser au whip limit dans nos boards, concrètement. Exactement, ça je pense que n'importe quelle personne de expert Kanban ou expert Lean, il aurait dit mais ça va faire ça et ça. Et voilà. Très bien. David, tu souhaites réagir? Oui, effectivement. Alors, tu as fait un sondage qui n'a pas très bien marché, je vais essayer d'en faire un mieux. Est-ce qu'il y a des PO ou des PM dans la salle? Elle est là. Ouais, je suis vachement meilleur que toi. Je vais vous donner un truc qu'on est tous dans ce rôle hésitants à faire. On a souvent affaire à une équipe tech qui subit une dette technique et qui, à un moment donné, nous demande on voudrait faire un sprint consacré à la dette. Voilà. Et là, généralement, petite sueur. Parce que le PO ou le PM, il n'a pas du tout envie, en fait. Il a une pression business du futur, il est déjà en retard sur sa roadmap, etc., etc., etc. Donc la plupart du temps, ça se finit en « et si je vous file 10%, ça vous va ?» Ok, j'entends des rires, je vois que ça s'est déjà produit comme ça. Dans les faits, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et systématiquement, ça a été bénéfique sur le moyen terme. C'est-à-dire que les courbes de dette technique versus valeur produite, elles sont hyper claires. Hein. On ne les a pas mis ici, mais vous pouvez trouver ça partout sur Internet. Permettre aux gens d'enlever tous les gros cailloux de leurs chaussures, ça leur permet vraiment de marcher plus vite. Donc, pensez-y la prochaine fois où votre équipe tech, elle vous dit « Non, mais là, c'est vraiment plus possible. On est en train de construire un immeuble sur un château de sable. » Peut-être que là, il est temps de prendre le temps de ralentir un petit peu, traiter ça, et ensuite, vous pourrez adresser votre roadmap vachement plus vite. Alors, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, ce parcours vers le ralentissement, est-ce que l'on pourrait se demander si le ralentissement doit justement passer par, dans un premier temps, l'individu ou carrément le collectif? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ouais, moi j'ai un avis. Moi je suis coach d'organisation et moi je voudrais que ça commence par le collectif. J'adorerais que ça commence par le collectif parce que ça aurait un impact fabuleux, ça aurait un impact qui serait sans doute supérieur à la somme de tous les efforts que pourraient fournir les individus chacun dans leur coin. Aujourd'hui, je constate que c'est quand même beaucoup des individus qui se posent les questions et qui prennent des actions par rapport à leur rythme à eux, ce dont on parle aujourd'hui. Ce dont on parle aujourd'hui ensemble est une action collective, donc on est pas mal. Donc merci de prendre ce temps pour penser, j'allais dire autrement, je sais pas, ça fait un peu, c'est pas très humble, mais en tout cas on prend un temps pour penser au ralentissement. On n'est pas les seuls à parler de ralentir, il y a plein de chercheurs. Vous en avez vu un ce matin si vous étiez matinal. Donc Olivier Amand qui parle de la performance, Serge Latouche et Edgar Morin qui parlent de la décroissance. Et je rappelle que la décroissance n'est pas le déclin ou la récession. Et je ne me rappelle plus Nelly Ponce, mais vous trouverez. Il y a aussi des collectifs qui s'appellent les économistes atterrés. Il y a des gens qui parlent de la semaine de 4 jours. Bref, il y a plein de gens qui pensent autrement. Et je rejoins Olivier Amand qui en a parlé ce matin. Il y a plein de gens qui pensent autrement, qui pensent aux marges. Et ben c'est pas grave, je m'en souviens plus.
Pas de souci. Alban? Je vais rebondir aussi. J'ai un avis également. Pour ma part, je fais la systémique. Du coup, je vais dire les deux. Je pense que si on regarde justement d'un point de vue système, finalement, l'un ne va pas sans l'autre. S'il y a une démarche collective, et c'est génial, hein, je trouve ça très chouette que ça démarre par le collectif, et ben, ça va permettre aussi des réflexions individuelles. Et pareil, pour qu'il y ait du collectif, il faut aussi des réflexions individuelles. Donc je me dis que finalement, les deux peuvent naître en même temps et vont aller justement créer ce système-là qui pourrait faire bouger celui dans lequel on est actuellement. Du coup, merci d'être là collectivement pour penser avec nous. Alors, outre les résultats que vous avez pu nous partager et les tips, est-ce que vous pourriez nous donner de la mesure? Parce qu'on l'a vu avec le sondage de David, il y a beaucoup de PO et de PM ici. On aime les chiffres, on aime justement mesurer. Et pas d'amélioration sans mesure. Comment mesurer les résultats du ralentissement? Alors, je vais te faire une réponse de Normand, même si je suis breton, parce qu'il ne va pas y avoir de chiffres réels dans ma réponse. Mais à titre individuel, ce que moi je cherche quand j'essaye de ralentir, c'est une capacité à être vraiment présent. C'est une capacité à améliorer mon écoute et c'est une capacité à me connecter aux individus de manière beaucoup plus approfondie que ce qu'on fait habituellement. Donc ça, c'est ce que je recherche moi, à titre perso. À titre professionnel, même si ici on est à School of Product, que on fait de plus en plus de product management, qu'on a des démarches de plus en plus intéressantes sur la manière dont on adresse nos sujets en entreprise, je trouve qu'on est encore trop loin par rapport à ce que moi je vise, à savoir quelle valeur on va chercher, quel impact on va chercher, est-ce qu'on est en train de parler des bons problèmes, etc. Je vois encore trop d'entreprises où effectivement on parle de planning, on parle de délai, on parle de risque, on parle de ça. Oui, c'est bien, d'accord, très bien. Mais est-ce qu'on peut se reconcentrer sur quels sont les problèmes qu'on veut résoudre, quels sont les impacts associés, etc. Quand on commence à avoir ces conversations-là versus les autres, je ne les exclus pas, hein, c'est un peu toujours cette ambivalence. Alors là, pour moi, en termes de mesure, on est sur quelque chose d'intéressant. Et la mesure, il ne faut pas qu'elle nous emmène vers une espèce de compétitivité, une espèce de performance qui pourrait être complètement bizarre. Je recherche le plus de ralentissement possible et du coup, je me mets dans une recherche de performance. Je recite Olivier Amand, dont je suis complètement fan. La performance, ça engendre la compétition qui engendre la violence et donc on n'a pas trop envie de vivre ça en entreprise. Je rejoins David sur la quête de la qualité du temps, de la qualité de vie qu'on peut avoir quand on est ensemble. Je vais te donner un exemple de non-mesure, mais d'un feedback. Donc j'ai dit que je travaillais à 90%. Dans cette longue après-midi du mercredi après-midi, je passe 1h30 avec des petits sur un terrain de rugby. Et donc l'année dernière, je me suis engagé dans la fête du club en fin juin, comme une grande kermesse, etc. Et ça, c'est possible que parce que j'ai décidé de ralentir professionnellement. Et lors de cette fête, ma maman, elle m'a dit je suis content que tu t'investisses dans le bénévolat et que tu t'investisses pour les enfants. Et là-dedans, il n'y a aucune once de performance. La performance, la mesure, ça aurait été peut-être de regarder le nombre d'entrées, le chiffre d'affaires, combien on a pris de repas, de boissons, etc. Mais ça, c'est sans doute important pour l'asso. Mais il y a aussi tout plein de choses autres que les mesures qui nous rapportent. Et les UX qui sont dans la salle savent que le quali et le quanti sont complémentaires. Alors, merci pour ces réponses à ces différentes questions. Nous arrivons au terme de notre échange. Et pour terminer, pourriez-vous partager à l'auditoire 3 conseils, 3 grands conseils qui résumeraient un peu les pensées que l'on a eues aujourd'hui? Commençons par toi, Alban. Oui, alors 3 éléments avec lesquels j'aimerais bien que vous puissiez repartir. Le premier, c'est déjà d'arrêter de confondre surcharge et réussite et surtout d'enlever la culpabilité liée au repos. On l'a vu tout à l'heure, notre cerveau, il a besoin de repos. Donc voilà, essayez de prendre ces moments-là.
Le deuxième, c'est, je crois que ça a été pas mal dit tout au long de cette table ronde. Chaque personne ici a essayé des choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. Donc vous autorisez aussi à prendre ce temps de tester des petites actions. Il y en a qui vont marcher très bien et d'autres qui ne marcheront pas et c'est pas grave. Donc voilà, testez des choses un peu différentes. Et puis vous verrez ce qui fonctionne pour vous. Et peut-être que ce n'est pas le yoga. Et le troisième, je vous propose un petit exercice, c'est d'essayer de prendre conscience quand est-ce que vous essayez d'accélérer, mais sans vous dire, sans vous justifier ou sans même essayer d'arrêter de faire l'action. Juste par exemple, quand vous mettez un vocal en x2 ou une vidéo en x2, ou vous commencez à scroller en même temps que vous faites autre chose, et bien juste vous dire, tiens, je suis en train d'essayer d'accélérer. Rien d'autre, juste avec ça. Voir ce que ça fait. Merci Alban. David, souhaites-tu continuer ? Pas de souci. Trois points pour moi. Le premier, c'est que je ne pense pas que la notion de performance va disparaître tout de suite de nos entreprises. Moi aussi, je suis un très grand fan de tout ce qu'a dit Olivier ce matin. Mais même si elle ne disparaît pas, j'aimerais bien qu'on puisse la penser dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire la performance dans le temps ? Qu'est-ce que ça veut dire la performance durable ? Et on va se rapprocher des notions de robustesse citées ce matin. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ce serait de vous dire, arrêtez de croire au mythe du super-héros qui fait 10 trucs en même temps. En fait, la plupart du temps, votre super-héros, il brasse du vent et vous n'avez pas envie d'être cette personne. Et le troisième, c'est un petit conseil pratique. Essayez, si ça vous dit, de transformer vos « j'ai pas le temps » en « j'ai pas pris le temps ». Cette petite transformation toute simple permet de passer d'une situation que vous subissez à un choix que vous prenez. Je vous laisse avec ça. Alors, je te rejoins pleinement sur le stop starting, start finishing. Et nous allons conclure avec Niels. Ça marche. Du coup, moi, j'en ai 4, comme ça fait un top 10. On a dit que c'était compliqué parce qu'on était dans une société qui voulait vraiment accélérer. Donc, on ne se blâme pas. Tout individu qu'on est, ce n'est pas de notre faute. Donc, il y a tout un système dont parlait Alban. Vous allez tester, parlez-en, faites-vous aider, soit par un psy, soit par un coach. Vos proches aussi, c'est des super miroirs. Donc, allez-y. Il y a plein de mythes. On a cité le mythe de la performance, voire culte. Donc la méritocratie, être occupé, croissance, donc c'est pas des cultes. Vous avez le droit de les questionner, de les remettre en question, de les retravailler, etc. Et sur le dernier, être occupé, ce n'est pas synonyme d'être utile. Merci Niels, merci Alban, merci David. Public, je vais vous proposer maintenant un exercice périlleux. Alors je vous explique. Tout au long de ce talk, nous avons proposé de ralentir. Nous avons donné quelques exemples, quelques conseils. Eh bien, nous vous proposons actuellement de prendre le temps, aujourd'hui, 1 minute, pour qu'elle soit la première minute du ralentissement que vous allez mettre en place. Et donc, pour ce faire, je vais vous demander, ça va être dur, de ne plus regarder votre téléphone, de ne plus regarder votre écran et de faire 1 minute de silence. Très dur, j'ai dit. Eh bien, durant ce temps, pensez à vous. Prenez le temps de vous ennuyer. Ça donnera peut-être lieu à de nouvelles réflexions. Je lance le chrono. Timer, 1 minute.
temps est écoulé. Merci C'était dur, d'avoir n'est-ce pas? Merci d'avoir joué le jeu déjà. Merci beaucoup.